Alors, on vous parle de plein de petites techniques intéressantes, mais là, je pense que vous allez avoir le modèle incroyable qui a été développé à partir de 1980. Donc, expliquez-nous, là, ici, on est vraiment avec des bouleaux jaunes. Oui, alors donc, on s'est aperçu que le bouleau jaune, on l'a vu tantôt, il a besoin de lumière pour vivre, puis il a besoin que le sol soit brassé. Puis et après ça, il va avoir besoin d'être éduqué pour ne pas faire plein de branches, etc. Donc ici, ce qui a été fait, c'est la station avait décidé simplement de faire une coupe à blanc par bande. Donc de couper les arbres, des abattre par tronc, par arbre entier, puis après ça, des sortir, des traîner jusqu'en bas. Ça venait brun, ça faisait comme un labour, sur à peu près 60 mètres de large, 1,2 km de long dans ce cas-ci. Alors, le peuplement, les graines ont ensemencé. Le bouleau jaune, il produit beaucoup de graines. Ça fait que ça a ensemencé tout le territoire. Et là, la beauté de la chose, c'est que ça l'a germé. Puis là, on avait à peu près 35 de bouleau jaune dans le peuplement. Il y a des vues de rapports de chez Domtar dans l'Estrie qui montraient que les coupes par bande se régénéraient bien, assez bien, mais que si on faisait rien, 10-12 ans après, il y avait des nouveaux rapports qui nous disaient que le bouleau jaune avait presque disparu. Donc, on OK. peut partir de 40-50 de bouleau jaune dans certains cas, puis tomber à 0 ou à 5. Donc, on s'apercevait qu'il y a quelque chose là-dedans. On a la recette pour l'installer, mais pour survivre, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, la littérature nous a aidés. De 4 à 7 ans, très rapidement, il fallait conditionner le peuplement. Puis là, on avait 35 de bouleau jaune. Puis là, on est monté. Maintenant, on est rendu à 95-97 de bouleau jaune, simplement en sélectionnant les arbres assez rapidement, en enlevant les arbres qui allaient nous nuire, les hêtres et puis des autres arbres comme le saule, tout ça, qui pouvaient supplanter nos bouleaux jaunes, pour laisser les bouleaux jaunes s'installer puis pousser en groupe. Mais dans le fond, quand vous dites conditionner, c'est vraiment vous avez coupé les autres espèces qui n'étaient pas du bouleau jaune en sécateur, là, c'est ça? Exactement, un dégagement très rapide. Juste les espèces, donc tout ce qui était bouleau jaune, on ne les touchait pas, on laisse se battre entre eux. OK. Puis quand les bouleaux jaunes se battent entre eux, bien à ce moment-là, ils ont tendance à continuer à pousser de façon grégaire, mais ils s'élaguent. Donc, il n'y a pas de branches ou peu de branches, puis c'est ça qu'on veut. Puis ils font pas de fourche, ils cherchent la lumière, puis à ce moment-là, ils poussent en hauteur, puis c'est parce qu'ils sont compressés, puis c'est ça qu'on veut avoir, nous autres, pour avoir un fût droit. OK. Puis par la suite, vous avez fait quand même une intervention sur certains arbres, là, Oui. justement pour faire un petit peu d'aération, là. Alors, pour s'assurer que, parce que le professeur qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Pierre Ricard, qui est décédé maintenant, Pierre avait décidé que, lui, ses livres de chevet, c'est des livres suisses. Puis dans les livres suisses, il disait très rapidement, il faut conditionner le mélange au départ, faire une cohorte de tiges utiles. Mais après ça, il disait, fixez-vous des objectifs de production. Ici, il dit, je veux 200 tiges à l'hectare, bien réparties, avec 4 billes de déroulage dans chacune, à 80 ans. Alors, en mettant la table sur un objectif de production, ce qu'on ne fait pas souvent au Québec, on dit on veut de la forêt, on veut du feuillu, mais on ne dit pas l'objectif de production, à combien de temps, à quel coût que ça prend. Mais en faisant ça, automatiquement, il s'est mis la main dans le tordeur pour une sylviculture très particulière, peu coûteuse, mais très particulière, qui est très interventionniste assez rapidement, légèrement, mais rapidement dans l'histoire du peuplement. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est à mi-chemin, on est à peu près à 40 ans. Et puis, ça vaut une richesse là, sur le Oui. marché, là. Oui, en fait, quand ça va. Là, on est rendu aux étapes d'éclaircie, donc les plus beaux sujets, peut-être les 300 ou 400 plus beaux sujets, on va commencer à ce qu'on appelle les détourer. Un peu comme les carottes, on éclaircit dans un jardin pour pas qu'ils s'empêchent de pousser. Alors, les plus beaux, ceux qui ont les fûts les plus droits, les plus grandes hauteurs sans branches, on va tranquillement les ouvrir. C'est l'âge. On a d'ailleurs des tests pour savoir exactement quel âge on va le faire, là. C'est entre 30 et 45 ans quelque part. On va amorcer un système d'éclaircie pour avoir un peuplement entre 50 et 70 000 l'hectare d'après nos projections raisonnables.
Et ça peut s'appliquer à d'autres espèces aussi. Oui, ce genre de sylviculture-là, qui est une sylviculture, une monoculture, une sylviculture équuyenne qu'on appelle, sur des petites superficies, c'est très utilisé aux États-Unis pour tout ce qui est noyer, cendré, noyer noir. Puis au Québec, on pourrait le faire pour le pin blanc et pour le chêne rouge aussi. Le chêne rouge serait très intéressant à explorer aussi. OK. Donc, on laisse ça aller encore quelques années. Oui, en les traitant, en éclaircissant les plus beaux sujets, pour choisir toujours les meilleurs des meilleurs des meilleurs pour avoir à la fin, finalement, une crème de peuplement qui soit d'une valeur très intéressante pour la société. Comme là, pour les gens qui ne connaissent pas ça, en bas, vous avez de la fougère, vous avez aussi quelques haies, des choses comme ça. Est-ce que c'est des espèces qu'il faudrait enlever? Est-ce que c'est négatif d'avoir des fougères, exemple? Non, c'est pas négatif d'avoir des fougères. Les fougères, en fait, ces plantes-là sont souvent des indices de toutes sortes de choses. Ce qui va être intéressant à observer avec les années, la couche de feuilles qui tombe de bouleau jaune, là, ça fait 35 ans. Oui. Le pH s'est amélioré. Puis on va voir un petit peu partout, on a juste à marcher un peu, on va voir un peu partout de l'érable à sucre. Okay. C'est pour ça que moi, je rate mon coup avec le bouleau jaune, mais je sais qu'il y a de l'érable à sucre qui peut partir en dessous. Ouais. Fait que là, à quelque part, je suis gagnant de toute façon. Là. On en voit un petit peu ici. Là. Oui. Il y en a beaucoup, un petit peu plus loin, il y en a beaucoup aussi. Oui. Il y en a partout. Vraiment, il y a un tapis là, de à peu près 60 cm à 1 mètre. Fait que c'est intéressant, c'est juste avec des notions que vous avez appliquées il y a une quarantaine d'années que là, on découvre des choses extraordinaires qui révolutionnent déjà le monde de la forêt. Là. Oui, en fait, c'est des recettes qui existent dans la littérature, qu'on a vues sur le terrain, puis le défi, c'est de trouver des techniques de travail qui allaient permettre de reproduire ça, puis tout en étant opérationnel. Est-ce qu'il nous reste un autre petit arrêt à faire? Voir comment on l'a fait. Parfait, super. Alors, avant-dernière étape, cher Monsieur Lessard, tout le monde va dire qu'on est dans la brousse, mais c'est pas le cas. On a encore une leçon à apprendre ici. Oui, mais il faut voir ce qu'il faut voir ici, c'est un peu compliqué. Mais en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est que dans la bande résiduelle, tantôt on a vu des coupes par bande dans lesquelles on a régénéré le bouleau jaune il y a 36 ans. Là, actuellement, dans la bande à côté, il n'y a pas de gros arbres de bouleau jaune pour ensemencer. Fait que ce qu'on a voulu faire, on a voulu garder ces arbres-là, puis garder du couvert partiel, puis pouvoir voir comment on allait installer la régénération en dessous de ce couvert-là. Et puis, dans le test, il y a plusieurs tests qui ont été faits, mais ici, spécifiquement, on se retrouve, c'est que le couvert, bon, là, il est peut-être plus ouvert qu'il était parce que le hêtre est mort, mais le couvert était, c'est un couvert partiel qu'on avait, mais partout, on a une régénération en hêtre, oui. Sauf où on se trouve actuellement, parce qu'on se trouve dans le sentier, l'ancien chemin de débardage, le fameux chemin de débardage qu'on suit depuis le début tantôt. Bien, lui, il passait par ici, puis il a brassé le sol, ce qui fait que les graines de bouleau jaune sont repris, puis on avait 300 000 bouleaux jaunes à l'hectare qui partaient là, dans les premières années. Puis là, maintenant, il y en a quelques-uns qui sont rendus à 2 à 3 mètres, 4 mètres de haut. Dans ce cas-ci particulier, ils ne sont pas très hauts parce qu'ils ont été broutés. Parce que le bouleau jaune est très intéressant pour l'orignal. On le reconnaît parce que l'orignal, parce qu'il arrache, lui, l'orignal. Il mord, puis il tire dessus il tire, ce qui fait que ça lacère les choses. Puis on voit des petites pousses de l'année qui ont reparti là, sur certaines tiges, mais on voit que c'est ici qu'ils mangent. Là. Alors, quand on pense à la production de bouleau jaune, il faut penser que c'est aussi de la nourriture pour l'orignal. Fait que faut contrôler nos populations d'orignal un peu par la chasse, mais surtout s'assurer qu'il y a beaucoup de bouleau jaune, qu'il y en a pour l'orignal et pour nous autres. Voilà. Alors, ça va à notre fin de voyage. Alors, je disais tantôt le dernier arrêt, mais on veut vous montrer un petit peu la même chose, mais un petit peu plus loin, là. Oui. Alors ici, c'est toujours dans le peuplement où il restait des arbres résiduels, comme on voit, des érables, un petit peu de bouleau jaune sur pied. Puis on avait ici, on est encore dans une bande, un sentier de débardage qui a ramené beaucoup de bouleau jaune, mais sur 5 mètres de large, parce qu'après ça, on retombe dans la brousse de hêtre, là, presque pure. Là. OK. Puis là, ça, c'est quoi en avant de nous? C'est tout du bouleau jaune. Ah oui? Bouleau jaune, il y a un petit truc hein, pour le bouleau jaune. Ouais. On peut prendre la feuille, le bas de la feuille, puis le mâchouiller.
Puis là, on voit si c'est de la menthe. Quand c'est un goût de menthe, ben, c'est le salicylate de méthyle, c'est le bouleau jaune, OK. c'est typique pour lui. Là. Est-ce que là, vous avez une job de mettre un petit peu, je sais pas moi, d'éclaircir un peu? Ou... Ben, en fait, si je fais le parallèle avec justement avec la bande, c'est bon. L'idée, c'est que quand on a traité le peuplement, quand à 4 à 7 ans, quand c'est très jeune ou très, très peu haut, ce qu'on fait, c'est que tous ces bouleaux jaunes-là, je ne touche pas à ça du tout. OK. Je ne touche que, par exemple, ce érable de Pennsylvanie-là, OK. que je vais casser. Ça, ils appellent ça la méthode l'ours. Oui. Puis, ou je peux prendre un sécateur puis aller couper. J'ai un sorbier qui est là, Oui. le couper. Simplement s'assurer que la cohorte de tiges utiles elle soit sur le même niveau hiérarchique puis qu'ils se battent entre eux autres. OK. Mais c'est pour ça que je dis que cette intervention-là est très légère. C'est vraiment les compétiteurs qu'on enlève, le reste, on laisse se battre. Donc, c'est en même temps au travail, on utilise les forces de nature. OK. On dit ça, c'est une force de nature, ça s'est installé naturellement. On veut ce qui pousse serré pour que les meilleurs gagnent, mais on ne fait pas de sélection positive tout de suite de lequel bouleau jaune que je vais avoir dans 100 ans, là, 80 ans. OK. Alors, avant d'aller à notre conclusion, on a rencontré quelque chose qu'on n'avait pas jasé, mais on avait jasé nous autres quelques fois, mais pas devant la caméra. C'est qu'il y a beaucoup qui sont, dans le fond, des bouleaux jaunes qui sont coupés à côté. Je voulais vous expliquer pourquoi. Oui, donc dans la tactique de dire, ou dans la stratégie, ou dans l'itinéraire pour produire une bille de qualité, j'ai parlé tantôt, si je résume, là, on a toutes sortes d'étapes là, finalement, mais il y a une certaine étape où on veut s'arranger que les plus beaux arbres soient ce qu'on appelle détourés. On détourne les cimes pour qu'ils puissent à ce moment-là faire le plus de photosynthèse, puis surtout grossir. Alors, on a deux opérations là-dedans qui sont importantes. Premièrement, en bleu ici, on choisit quel arbre qu'on veut détourer. Puis le deuxième, on regarde les arbres qui lui nuisent, qui l'empêchent de faire une cime ronde qui va permettre à cet arbre-là finalement de faire du diamètre, puis de faire de la qualité, puis de produire, de donner de la valeur à nos terres. Donc, à votre droite, à ma gauche, dans le fond, ça fait que ça dégage le bouquet, on pourrait dire. Oui. Et puis, ça donne une chance à l'arbre, justement, de s'épanouir. C'est ça, parce qu'en poussant les deux serrés ensemble, chacun a envoyé des branches d'un côté, puis lui, il n'a pas beaucoup favorisé ce côté-ci. En enlevant l'arbre, ça permet à ce moment-là, de tout ce côté-là, de pouvoir se regarder, puis pouvoir finalement développer une cime plus homogène, puis à ce moment-là, donc pouvoir croître plus vite. On a des tests, là, des tests 15 ans après, des mesures, puis des arbres qui ont été détourés comme ça font une augmentation de la valeur très importante dans le résultat final. Fait que ça, on va le faire une fois. On devrait le faire peut-être encore dans 20-25 ans, une deuxième fois, puis après ça, à maturité, on récolte à maturité. Voilà. Alors, c'est un autre beau petit truc bien facile, mais qui est très efficace. Alors, M. Lessard, on a changé de forêt. Vous allez nous expliquer pourquoi il y a une intervention particulière ici. Oui, absolument. Donc, tout à l'heure, on était dans une forêt qui était dégradée, dans laquelle il y avait beaucoup de hêtres, peu de composition de d'autres espèces, beaucoup de régénération à hêtres. Puis, il fallait penser à régénérer la forêt. C'était surtout ça qui était important rapidement. C'est pour ça que l'option de la coupe à blanc par bande était pertinente. Et puis, c'est pour ça que la coupe progressive aussi, qu'on a fait tout à l'heure, était pertinente aussi parce qu'elle permettait de régénérer l'interbande. Dans cette situation-ci, on va voir, puis vous allez voir autour de vous autres, il y a encore des arbres de qualité, des érables et des bouleaux jaunes de qualité qui, dans certains cas, peuvent poursuivre leur croissance. Fait que là, l'idée, on veut installer la régénération, poursuivre la croissance. Puis quand on regarde cette forêt-là comme il faut, on finit par s'apercevoir aussi qu'elle est formée de petits groupes d'arbres. Des fois, des groupes d'arbres qui sont plus gros. Des fois, des groupes d'arbres sont plus petits. On va en avoir un groupe d'arbres plus petit pour vous montrer la différence. Alors, comment on fait quand on donne une instruction au marteleur? J'ai une prescription civicole, mais on a des conditions variables tout le temps. Alors, on a transformé ça en sous-cas, 3 sous-cas. Un sous-cas où on dit, ça c'est un micro-peuplement dans lequel on doit installer la régénération, ce qui était le cas ici. On a d'autres peuplements où la régénération est déjà installée, on veut la libérer. Puis d'autres cas où on a des arbres un peu plus gros, qui sont en croissance, puis on veut simplement les éclaircir pour favoriser leur croissance. Fait que ces 3 cas coexistent là. Alors, on a transformé ça en instruction de travail facile pour le marteleur. À chaque fois qu'il avance pour à peu près 400, le 20 mètres qu'il y a devant lui ou 30 mètres devant lui, il essaie de juger dans quel cas dominant il est. Puis, à ce moment-là, il laisse 8 mètres entre les arbres ou 10 mètres, ou il laisse 5-6 mètres entre les arbres, ou il propose d'enlever tous les gros et de libérer les petits. Okay. Fait qu'il faut juste qu'il reconnaît les conditions,
puis avec sa peinture bleue, il indique, ce qui fait qu'après ça, l'opérateur, il passe, puis lui, il s'occupe juste de ramasser les arbres, on ne va pas marteler en bleu. Puis après ça, ben, nous autres, on est entouré de bouleaux jaunes. Oui, c'est ça. Bien là, dans ces conditions-ci, on est dans un micro-peuplement où là, l'important, c'est d'installer la régénération. On a vu la recette, maintenant on la connaît, on scarifie comme il faut, on espace les arbres juste ce qu'il faut pour créer assez de lumière, mais pas de créer les conditions de plein soleil. On est au soleil, tout le monde, on est bien parce qu'on est à pénombre un peu. Fait que c'est la même chose pour les plants. Vous voyez, ça fait à peu près 8 ans. Puis c'est déjà rendu, ça nous dépasse. Là. Puis on a créé du bouleau jaune, beaucoup de bouleau jaune de façon intéressante. Puis les arbres résiduels peuvent continuer pendant un moment leur croissance jusqu'à temps qu'on les récolte pour libérer les arbres en dessous. Alors, M. Lessard, on est vraiment à la fin de notre voyage. Donc, ici, on voit justement un exemple. Là, c'est vraiment réussi ici. Là. Oui, parce qu'on avait toujours les arbres là, qui étaient notre couvert protecteur, ce qu'on appelle une coupe progressive. En anglais, ils appellent ça un shelter wood, une coupe d'abri. Ça garde un peu, on se sent d'ailleurs un peu plus au frais dans cette chaude journée, oui. Dans ces endroits-là. Il y a comme un tamisage qui se fait. Ce qui fait que les arbres, le bouleau jaune, puis là, l'important, c'est que tout a été brassé. Alors, où on se trouve, on n'est pas dans un sentier de débardage, on est dans un endroit où la pelle mécanique a carrément brassé le sol pour pouvoir créer de la régénération sur place. Fait que là, j'en ai du bouleau jaune, j'en ai un petit peu partout autour de moi. Puis il y en a même qui ont rendu à 3-4 mètres de haut, 5 mètres de haut. On s'aperçoit que ça pousse bien, surtout qu'il y a un peu de lumière et tout ça. Mais la compétition est féroce en dessous. Toutes les autres espèces qui tolèrent l'ombre, comme le hêtre qu'on a en arrière de moi, puis il y a aussi le cerisier, l'érable de Pennsylvanie, là, les grosses feuilles rondes, là, un peu rondes, arrondies à la base avec les 3 pointes. Cet arbre-là ici, lui aussi, il pousse vite, puis ça peut se refermer, puis si ça se referme dessus depuis notre bouleau jaune, bien ceux qui sont plus petits, on va les perdre. Okay. Alors l'idée là-dessus, c'est de faire rapidement un dégagement de ces arbres-là, un peu comme on a vu là tantôt, ou peut-être même les deux. On a commencé à parler aux autorités du Chêné, voir que ça serait le temps de faire la coupe finale, donc faire la deuxième coupe pour libérer le bouleau jaune, le mettre en plein soleil. Puis là, il y a un avantage compétitif sur le hêtre. Effectivement. Alors, le grand arbre qu'il y a là, lui, il sert aussi. Hein? Lui, c'est vraiment à l'abri. Au début, donc, il y a 3 rôles, dans le fond. Son premier rôle, ça a été d'ensemencer. Le deuxième rôle, c'est de garder l'air climatisé, un couvert protecteur, pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de chaleur, de sécheresse aussi dans les périodes de canicule, pour les petits plants, pour qu'ils puissent survivre. Puis, en troisième lieu, bien, il continue à pousser, puis il va quand même fournir du bois intéressant quand on va pouvoir faire la coupe finale. Alors, M. Lessard, c'était une belle visite. Hein? On a eu beaucoup de plaisir. Pas mal de jungle à traverser. Effectivement. C'est la beauté du monde de la régénération. Effectivement. Puis, on va vous souhaiter encore beaucoup de belles recherches. Je pense que vous êtes bien partis. On a appris des belles choses aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Merci.
J'ai parti en 2007 un bureau d'ingénieur forestier conseil. On travaille dans plusieurs domaines différents. Dans le fond, nous, ce qu'on voulait, c'était diversifier au maximum nos activités. Donc, on travaille dans le domaine de la sériculture, c'est-à-dire les producteurs de sirop d'érable. À ce moment-là, on peut travailler autant dans les cabanes qu'en forêt pour les aider à optimiser leur procédé de récolte. Puis, on travaille aussi en certification forestière. Ça, c'est mon domaine à moi. Autant en forêt qu'on peut travailler aussi en usine sur des chaînes de traçabilité, là, vraiment plus la partie usine. Traçabilité, c'est quoi? En fait, c'est de suivre la transformation d'un produit de la forêt jusqu'au consommateur pour s'assurer que le consommateur, quand il achète un matériau, il sait qu'il le fait de façon responsable. Évidemment, on travaille aussi avec les chantiers d'éoliennes où on fait de la surveillance environnementale. Pour nous, c'est toujours un défi de réussir à embaucher un nouveau technicien ou un nouvel ingénieur parce que c'est une denrée rare sur le marché, les ingénieurs forestiers et les techniciens forestiers. Donc, on est en période de croissance, donc on est tout le temps en perpétuel recrutement. Puis c'est très difficile là, parce qu'on en manque de gens spécialisés en forêt. Moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est la diversité. En fait, en ayant un bureau de consultant, on est amené à travailler sur plein de sortes de projets. C'est sûr que ma spécialité à moi, c'est la certification, mais la certification, ça m'amène à travailler dans des scieries, dans des usines de papier, des usines de panneaux. Ça peut même être une usine de crème à main qui utilise de l'huile naturelle de sapin. On a aussi tout le volet acéricole, le volet des éoliennes, des chantiers, opérations forestières. Donc, on est amené à toucher à plein de choses. Puis je trouve que c'est ça qui est le fun en foresterie. Si on regarde autour de nous, les amis qui ont fait leur école avec nous autres aussi, c'est rare qu'on trouve des gens qui font exactement le même métier. Là, chacun a développé ce qu'il aimait le plus. Puis c'est ce qui fait la beauté, je pense. Notre forêt au Québec, on y tient. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre des gens pour tester leurs connaissances. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec le bois aujourd'hui? Je pense que l'industrie de la construction en utilise la majeure partie. Du papier? Je sais pas, hormis le papier, je sais pas. Ben toutes les boîtes pour emballer la nourriture. Si je te disais aussi dans les cosmétiques, il y a du bois. Si je te disais dans les vêtements, il y a du bois. Oh wow, ça c'est surprenant. Et si je vous disais que ça se retrouve dans votre yogourt? Dans mon yogourt, hein? Dans le yogourt? Comment ça, il y a du bois dans le yogourt? Il y a un dérivé de bois dans l'alimentation. Penses-tu qu'il y a des avantages écologiques à utiliser le bois? Ça fait des beaux meubles, mais je pense pas qu'au niveau écologique, il y a des avantages. Oui, dans la mesure où c'est une ressource renouvelable. Oui, ça peut être bon pour l'environnement, oui. Oui, si on récolte les arbres qui sont morts et puis qu'on peut reboiser après. En utilisant le bois, on contribue à mitiger les changements climatiques parce que c'est une ressource renouvelable. Donc, elle va se régénérer puis elle va continuer à être en fait neutre au niveau de carbone. Mais de plus, tout le carbone qui est capté dans le bois ne serait pas libéré dans l'atmosphère. La récolte de la forêt, c'est une nécessité. Un arbre, un jour, va mourir. Quand il va mourir, il va tomber. Les opérations forestières, à ce moment-là, c'est de venir couper ces arbres-là, venir les récolter selon les plans d'aménagement pour que nos collectivités puissent en retirer des bienfaits d'un point de vue économique, social. Les pratiques du secteur forestier en ont fait du chemin. Et les innovations dans le domaine en ont fait une ressource durable, renouvelable et éco-responsable. Et ce sont ces efforts qui nous offrent aujourd'hui une forêt de possibilités.